Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Jérôme Grivet, vous êtes directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, responsable du pôle finance du Finance Group. Alors cette année en bourse, il y a eu clairement deux périodes pour Crédit Agricole. Un début d'année extrêmement flamboyant avec une très forte hausse du titre. Et puis l'été est arrivé. On a eu la publication des résultats semestriels avec plusieurs annonces. Des annonces qui ont provoqué une consolidation du titre. Et vous avez abandonné les gains de l'ensemble de l'année à ce stade. Qu'est-ce qui a changé dans la perception des investisseurs à l'égard de Crédit Agricole au cours des derniers mois? Et je pense notamment aux questions de réorganisation et aux questions de gouvernance. Bonjour. Alors d'abord, je voudrais, si vous le permettez, préciser ou amender un tout petit peu ce que vous avez dit sur l'évolution du cours et sur nos résultats. Nous avons publié effectivement à la fois pour le deuxième trimestre et pour le troisième trimestre de très bons résultats. Et le cours à hier soir se situe à 7% au-dessus du cours du 1er janvier ou du 31 décembre dernier. Donc il y a malgré tout une progression du cours de l'action Crédit Agricole SA depuis le début de l'année, qui suit une année 2014 qui avait été très bonne également. Ensuite, reprenons votre question sur ce sujet d'organisation que nous avons évoqué à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre et qui effectivement a, semble-t-il, déçu les marchés au point de provoquer effectivement une certaine baisse du cours de l'action. Le groupe Crédit Agricole est un groupe d'origine et d'identité mutualiste, coopérative, et ceci conduit à la structure, à l'organisation du groupe telle qu'elle est aujourd'hui, avec 39 caisses régionales qui possèdent ensemble le contrôle majoritaire, 56%, d'un groupe coté, Crédit Agricole SA, qui lui-même est actif dans toute une série de métiers. On pourra y revenir. Cette structure fait courir le risque d'avoir une espèce de fossé qui se creuse entre le monde coopératif des caisses régionales et le monde coté des métiers de Crédit Agricole SA. Et donc, les dirigeants du groupe ont un objectif permanent qui est de tout faire pour renforcer l'unité de commandement, de pilotage, de vision des deux parties du groupe. Il ne faut pas confondre cet objectif avec les modalités. Ce que nous avons dit à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre, c'est que certaines modalités que nous envisagions pour améliorer ce sujet et pour renforcer cette unité de commandement, de pilotage et de vision rencontraient des difficultés opérationnelles, réglementaires de tous ordres qui étaient telles que ce projet n'était pas, il n'était pas possible de le mettre en œuvre à horizon prévisible. Et cela a déçu le marché qui avait, à tort, imaginé que ce projet se traduirait pour Crédit Agricole SA, donc pour l'action de Crédit Agricole SA, par un supplément de valeur. Pour autant, l'objectif qui est d'améliorer, je le redis, l'unité de fonctionnement, de commandement, de pilotage, de vision du groupe n'est pas abandonné, loin de là. Et je voudrais citer deux exemples à ce propos. Le premier exemple, c'est qu'il y a maintenant un président unique pour tout le groupe. Il est à la fois président du monde des caisses régionales, c'est-à-dire de la Fédération du Crédit Agricole et de la SAS rue La Boétie, qui est l'actionnaire majoritaire de Crédit Agricole SA. Il est aussi président de Crédit Agricole SA. Et c'est une décision qui est assez récente, puisque Dominique Lefebvre, qui était le président de la Fédération et de la SAS rue La Boétie, a été nommé président de Crédit Agricole SA il y a simplement 2 ou 3 semaines. Deuxième exemple, nous avons annoncé que nous allons publier le 9 mars prochain un plan à moyen terme, un nouveau plan à moyen terme. C'est un plan qui est élaboré dans un cadre groupe et pas simplement au niveau de Crédit Agricole SA et qui montrera comment le groupe dans son ensemble, à la fois les caisses régionales et Crédit Agricole SA, pourra continuer à voir progresser sa rentabilité, sa profitabilité. Alors il est sans doute un peu tôt pour connaître des objectifs précis sur ce prochain plan de moyen terme. Est-ce qu'il y a des grandes lignes que vous pouvez nous donner aujourd'hui, des objectifs que vous souhaiterez atteindre? Alors,
il est effectivement un peu tôt pour vous donner la teneur de ce plan, notamment parce que les travaux lourds de préparation ne sont pas achevés. Donc je ne voudrais surtout pas anticiper sur des conclusions qui ne sont pas toutes rendues. Sans que ce soit un scoop, je peux néanmoins vous dire que ce plan confirmera la vocation du groupe, qui est d'être un grand acteur de la banque universelle. La banque universelle, c'est la capacité à articuler tous les métiers de la banque autour de quelques marchés qui sont nos marchés privilégiés. Évidemment, le marché de la banque de proximité en France, qui est le cœur du groupe et sur lequel nous agissons via à la fois les caisses régionales et LCL. Évidemment, le marché de la banque de proximité en Italie, qui est, j'allais dire, notre deuxième marché domestique, et puis l'articulation de toute une série de métiers autour de ces grands marchés. Quand on est un investisseur, quelle que soit l'ampleur de son investissement dans une banque, que ce soit un investisseur particulier, que ce soit un institutionnel, il y a quelques chiffres sur lesquels on est particulièrement attentif. C'est la solvabilité de la banque et c'est sa rentabilité des fonds propres. Alors on a eu un événement cette semaine sur le terrain économique. C'est le G20 qui s'est tenu en Turquie, à Ankara, et qui a officialisé de nouvelles règles prudentielles qui vont s'appliquer aux grandes banques, ce qu'on appelle les banques systémiques. Quel sera l'impact pour une banque comme Crédit Agricole ? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que quand on investit dans le secteur bancaire, il faut être très attentif à la solvabilité et à la profitabilité évidemment, mais à la solvabilité des établissements dans lesquels on investit. De ce point de vue-là, je voudrais rappeler que le groupe Crédit Agricole est un des groupes les plus solides en termes de solvabilité en Europe, puisque le ratio de fonds propres durs du groupe, donc les fonds propres les plus solides, ce ratio est à 13,4% pour le groupe et à 10,4% pour Crédit Agricole SA. Ce qui a été décidé par le G20, c'est d'ajouter à cette dimension de capitalisation par les fonds propres une contrainte supplémentaire qui est la capacité, dans le cas où un événement viendrait consommer les fonds propres, de les reconstituer immédiatement et de manière automatique via l'existence et le prépositionnement, j'allais dire, de dettes subordonnées qui ensuite seraient converties en fonds propres si un événement de ce genre devait arriver. Et donc c'est un ratio qui porte le nom barbare de ratio TILAC que nous devons respecter et qui est fixé à 19,5%, 16%, plus 2,5% de coussin supplémentaire général, plus pour le groupe Crédit Agricole, 1% de coussin lié à son statut de banque systémique. Total 19,5%. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le groupe Crédit Agricole est d'ores et déjà en situation de conformité avec cette règle qui pourtant ne doit s'appliquer qu'en 2019. Et ceci est une situation qui est peu fréquente parmi les grandes banques européennes. Autre nouvelle de la semaine, c'est ce qu'on appelle le compromis danois. C'est quelque chose c'est une épée de Damoclès qui pèse sur le Crédit Agricole depuis pas mal de temps. Vous êtes le plus gros banque-assureur européen, à la fois présent donc en banque, mais également en assurance. Et donc il y avait eu une règle d'aménagement, de souplesse sur la comptabilisation des fonds propres. Ça vous handicapait parce qu'on se disait que c'est un compromis. Un compromis, ça ne dure pas, ça ne dure le temps qu'un temps limité. La Banque Centrale Européenne, ou du moins le superviseur, a envoyé des signaux comme quoi le compromis danois, finalement, pourrait durer longtemps. Où est-ce qu'on en est précisément ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Crédit Agricole ? Alors, on en est à la situation suivante que je vais essayer de décrire précisément. Donc le compromis danois, comme on l'appelle, je n'aime pas tellement cette expression parce qu'effectivement, elle donne une mauvaise connotation à une règle qui est, je pense, une règle de bon sens et pertinente. La règle pour un groupe bancaire qui possède des activités d'assurance, c'est qu'il y a deux manières de calculer les fonds propres requis en face de cette activité. Soit on déduit les fonds propres de l'assurance des fonds propres de la banque, soit on considère que les fonds propres investis dans l'assurance sont un actif comme un autre et doivent faire l'objet d'une pondération et ensuite d'une capitalisation. C'est cette deuxième méthode qu'on appelle le compromis danois et qui effectivement est moins onéreuse en termes de consommation de fonds propres que la première méthode. Évidemment, l'application de cette deuxième méthode est soumise à des conditions.
Le superviseur national français à l'époque a considéré en 2014 que le Crédit Agricole remplissait ces conditions et était éligible à cette deuxième méthode. Ce que la BCE a décidé cette semaine, c'est de dire que dans l'état actuel du droit, et ça n'est pas dans son pouvoir de changer l'état actuel du droit, elle endossait en quelque sorte les décisions prises antérieurement à son entrée en fonction par les superviseurs nationaux et qu'elle allait, dans la durée, appliquer les règles que les superviseurs nationaux appliquaient. Et donc, en l'état actuel du droit, il n'y a aucune raison de craindre une modification pour le Crédit Agricole comme pour toutes les autres banques européennes qui sont concernées, et il y en a beaucoup. Donc aucune raison de craindre une modification de la consommation de fonds propres liée aux activités d'assurance. Aucune crainte sur ce terrain-là. Est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir infléchir ou changer votre stratégie de distribution? Ces dernières années, vous offriez l'option du paiement du dividende en actions ou en cash, bien évidemment. Est-ce que ça va vous conduire à modifier votre politique en la matière? Alors, nous sommes dans un environnement prudentiel qui reste extrêmement mouvant et nous avons donc annoncé que pour cette année encore, nous proposerions le dividende en action, l'option du paiement du dividende en action. S'agissant des années suivantes, nous allons réévaluer cela dans le cadre de la préparation de notre plan à moyen terme. Et donc le 9 mars prochain, lorsque nous présenterons ce plan à moyen terme, nous présenterons également la politique de dividende que nous entendons suivre sur la durée du plan. L'actualité boursière de Crédit Agricole, c'est aussi l'introduction en bourse d'Amundi, qui est intervenue il y a quelques jours. Que va changer la cotation d'Amundi pour un groupe comme Crédit Agricole? Alors d'abord, ce qui ne va pas changer et qui est le plus important, c'est que le métier d'Amundi, le métier d'asset manager, est et restera pour le groupe un métier stratégique et que le Crédit Agricole est et restera l'actionnaire majoritaire et de contrôle d'Amundi. Ceci va permettre, en revanche, et en sens inverse à Amundi, d'accélérer encore son développement sur une clientèle institutionnelle internationale, en particulier en Asie. Et donc le groupe Crédit Agricole, dans son rôle d'actionnaire majoritaire et de contrôle d'Amundi, sera tout à fait heureux d'accompagner ces développements futurs d'Amundi. Ça veut dire que le moment venu, le papier Amundi, les titres Amundi pourront servir pour faire des acquisitions pour Amundi, c'est ça l'idée? On ne peut rien exclure, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre intention est de rester très largement l'actionnaire de contrôle et majoritaire d'Amundi, y compris dans une hypothèse comme celle que vous venez d'évoquer. Il s'est passé des événements terribles en France ces derniers jours. Vous, en tant que banque, au moment où on annonce une reprise économique, une reprise de l'investissement, est-ce que vous avez mesuré un coup d'arrêt sur l'activité économique? Quels éléments vous pouvez nous apporter sur la situation aujourd'hui? D'abord, il est beaucoup trop tôt pour dire des choses comme ça, mais au-delà de ça, je crois qu'il serait presque indécent, si vous me permettez, de se précipiter sur cette conclusion-là, alors que la période de deuil n'est pas encore terminée. Je crois que vraiment les événements qui ont frappé la France méritent qu'on les commente d'abord dans le champ du deuil et de la souffrance plutôt que dans le champ économique. Vous avez été pendant plusieurs années à la tête des activités d'assurance de Crédit Agricole. Il y a aujourd'hui un débat en matière d'assurance vie que sans doute le public ici présent a pu connaître. C'est la question du développement de l'eurocroissance. Il y a un débat que pilote Bercy sur faut-il transférer les plus-values latentes des contrats en euros vers le contrat en eurocroissance pour faciliter le décollage de cette nouvelle catégorie d'assurance vie. Quand on est le premier assureur vie français avec Predica, ou l'un des premiers, comment est-ce qu'on se positionne sur ce débat? Est-ce que c'est une bonne chose pour la banque, pour l'assureur et pour les clients? Alors quand on est parmi les premiers, quand on est leader pas simplement parce qu'on a des gros chiffres, mais aussi parce qu'on est capable de prendre des initiatives. Et nous avons été, avec Crédit Agricole Assurance et Predica, un des leaders sur le développement, les premiers pas du contrat Eurocroissance. C'est tout à fait clair.
Effectivement, le contexte de taux d'aujourd'hui rend le décollage de ce nouveau produit, qui est pourtant, à mon avis, dans la durée, une solution absolument indispensable dans la palette des supports de l'assurance vie. Donc le décollage est sans doute moins rapide que ce qu'on aurait pu espérer. Je pense effectivement qu'il peut y avoir, sous réserve qu'un certain nombre de précautions soient prises, un intérêt à la fois du point de vue de l'assureur, du point de vue du client, de l'assuré, et plus globalement du point de vue des pouvoirs publics qui ont la charge de réguler le financement de l'économie en France. Il peut y avoir un intérêt à faciliter, à accompagner le décollage du contrat euro-croissance avec l'utilisation d'une fraction des plus-values latentes accumulées dans l'assurance vie. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Je comprends que des travaux techniques compliqués sont en cours entre les assureurs et Bercy. Je ne voudrais pas anticiper sur la conclusion de ces travaux. Un autre enjeu, et on terminera par cette question, qui est une question déterminante pour tout secteur d'activité, c'est la transition numérique. Certains de vos concurrents ont annoncé, communiqué de façon assez nette sur l'adaptation de leur réseau d'agences. Comment, quand on a un réseau aussi large que le vôtre, avec les caisses régionales, autant d'agences, comment est-ce qu'on gère la question de la transition numérique et le fait que nous, clients, les uns comme les autres, on fréquente sans doute beaucoup moins les agences qu'il y a encore quelques années? C'est exact. En même temps, pour moi, la transition numérique ne doit pas être résumée au débat sur le nombre d'agences. La transition numérique, c'est d'abord la capacité que nos réseaux, nos marques, ont d'offrir à leurs clients l'ensemble des services qu'ils sont en droit d'attendre en matière de banque à distance. Et de ce point de vue-là, je voudrais citer quelque chose qui n'est peut-être pas forcément connu de vous. La deuxième marque la plus reconnue comme étant digitale en France, derrière un opérateur téléphonique, c'est le Crédit Agricole. De ce point de vue-là, ceci témoigne du fait que le Crédit Agricole, et c'est le cas de LCL également, a su accompagner les développements technologiques pour offrir à ses clients l'ensemble des capacités d'accéder à leur banque via les canaux à distance, que ce soit Internet, le téléphone mobile, etc. Quant au reste, et notamment quant à l'évolution du format, voire du nombre de nos agences, c'est des sujets qu'on adressera dans le cadre de notre plan à moyen terme. Jérôme Grivet, directeur général adjoint de Crédit Agricole en charge des finances. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.